Voyons, les gars, on a une mangue qui coûte 1000 yens, ce qui fait à peu près 7 $. Pourquoi la mangue est-elle si chère? Ceci est une mangue de Taïwan. Les fruits au Japon sont chers, surtout s'il s'agit de fruits japonais. Si les fruits sont du pays, ils subissent une sélection rigoureuse et sont de grande qualité. Et ceux qui n'ont pas une bonne apparence sont utilisés pour les produits transformés. Et ceux qui restent en parfait état, qui sont beaux, alors on se dit « Ah, cette mangue est belle, elle est vendable », c'est ce qu'on voit. Ceci est une mangue d'Okinawa et elle coûte 1700 yens, ce qui fait environ 12 $. On se demande pourquoi la présentation doit-elle être parfaite. Parce que ces fruits ne sont normalement pas destinés à la consommation personnelle, mais plutôt destinés à être offerts en cadeau, principalement pour des occasions spéciales ou parfois même pour sa propre consommation. Mais c'est-à-dire, je ne sais pas. Bon, imaginons une situation stéréotypée. Une femme qui achète une mangue très belle et comme le mari a travaillé très dur pendant la semaine, elle lui offre une mangue très bien présentée, très savoureuse. Mais quand il s'agit de fruits pour une consommation quotidienne, disons, ce sont déjà des fruits importés. Par exemple, eh bien, la mangue est entre guillemets bon marché, mais pas tant que ça. Le kiwi. Un kiwi coûte 108 yens, ce qui fait environ 70 centimes de dollars et il vient de Nouvelle-Zélande. Ou, par exemple, la banane. Eh bien, c'est une banane, environ 7 ou 8 $, 900 yens, et elle vient des Philippines. Ah, bon, n'oublions pas que nous avons un melon à 4300 yens, ce qui fait 35 $. Et ceci est un melon de Shizuoka, vous voyez? C'est-à-dire, c'est un melon local. Un melon local coûte beaucoup plus cher qu'un melon importé, mais bon. Ceci vient de Hokkaido, c'est japonais, ça coûte 15 $. Bon, la pastèque n'est pas si chère, c'est aussi un fruit de saison. Ça coûte environ 10 $ pour une petite, c'est-à-dire que la grande coûte environ 15 $. Ceci vient de Niigata. Bon, une pastèque à 6000 yens, ça fait environ 45 $. Maintenant, par exemple, la fameuse pastèque carrée, la pastèque carrée. Il n'y a qu'une seule entreprise qui détient le brevet pour les planter, les récolter, parce qu'ils ont breveté la méthode qui les fait pousser dans une sorte de cage carrée. Le fait est que cela engendre de nombreux défauts. Et celles qui présentent des défauts ne peuvent pas être vendues. Donc, on finit par payer pour tous les produits qui n'ont pas pu servir. Et en plus, la pastèque carrée est insipide au goût. Vous avez remarqué quand on mange de la pastèque et qu'on arrive à la partie blanche, c'est la partie aqueuse qui n'a pas de goût. Eh bien, la pastèque carrée est entièrement comme ça, elle n'a pas de goût. En fait, la pastèque carrée n'est pas vendue pour la consommation, elle est achetée pour être utilisée comme un ornement, comme une décoration, pour offrir à quelqu'un ou pour décorer. Ou de nombreuses épiceries ou fruiteries de luxe les utilisent comme décoration. Et une pastèque carrée coûte environ 200 $. Ah oui, on avait aussi de la pastèque jaune, non? Quelle était la couleur? Non, c'est juste la couleur du kiwi jaune. Ce kiwi jaune là, il vient aussi de Nouvelle-Zélande. Je crois en avoir déjà goûté une fois, mais je pense que ça ne changeait pas le goût. Les fraises, c'est aussi un fruit dont le prix change énormément selon la saison. Parfois, ça peut être bon marché, parfois non. Il y a des youtubeurs japonais millionnaires, je ne me permettrai pas ce luxe, mais j'ai vu un youtubeur japonais goûter une fraise. Une seule fraise qui coûtait 2500, 2000 $, ça n'avait aucun sens. Ou la mangue à 5000 $, mangue à 10 000, une paire de mangues à 10 000 $. Parce que c'était les premières de la saison, et ces fruits étaient achetés par des entreprises pour les offrir à d'autres entreprises. Alors, le légume maintenant? Les légumes, oui, généralement ce sont des légumes locaux, ce n'est pas importé. La plupart des fruits consommés au quotidien sont importés, mais les légumes, pas vraiment, non. La laitue, par exemple, on a une boule de laitue pour 1,50 $, 4 oignons, 2 $. Selon le supermarché, tu peux en trouver un peu plus ou des oignons un peu plus gros, au même prix ou un peu moins cher.
C'est toujours comme ça, les légumes varient toujours énormément selon la saison. Voyons, parmi les légumes, le moins cher de tous est généralement le navet, le daikon en termes de quantité, de taille. Voyons, où y a-t-il du daikon? Ah, regarde le goya. C'est un légume de saison, c'est un concombre super amer, très populaire à Okinawa, d'où vient ma famille. Quand j'étais petit, je le détestais parce que c'est super amer. Mais ma mère me disait, tu manges ou tu ne manges pas. Tu le manges ou tu ne manges rien du tout. Et aujourd'hui, je peux apprécier. Moi j'aime ça, j'aime beaucoup maintenant. Chaque fois que je mange ça, ça me rappelle un peu ma mère. Le daikon coûte $1 et regardez la taille qu'il fait. Donc, toi par exemple, tu compares avec d'autres pays. La pomme de terre, qui est l'un des légumes les moins chers dans de nombreux pays. Eh bien, au Japon, la pomme de terre n'est pas si bon marché, mais elle reste abordable. Le daikon, tu en as un pour $1. Et peu importe si tu choisis le grand ou le petit, n'est-ce pas? On vient et on dit, voyons voir lequel est le plus grand. Et on prend le plus grand. Non, ça ne dépend pas du poids. Ça ne dépend pas du poids. Un autre qui est très bon marché, c'est le chou. Ce chou-là coûte $1,50, mais parfois tu peux en trouver à 70 centimes de dollars. Un plus gros quand tu trouves de bonnes offres. Avocat mexicain. Bon, ça coûte 70 centimes de dollars. Parfois, ça peut aller jusqu'à $1,50. J'en ai déjà acheté pour 3 ou 4 dollars. Hein, non. Je ne paierai jamais 3 ou 4 dollars pour un avocat. Non, même pas en rêve, n'est-ce pas? Pourquoi c'est si cher? Je ne comprends pas. Cette année, je regarde le nashi et il est à environ 2000 yens, soit 7 dollars. Ce fruit est mon fruit préféré au monde. C'est un fruit d'été et c'est un fruit hybride. Entre la pomme et la poire. C'est-à-dire, il a la forme d'une pomme, la couleur d'une poire, la consistance d'une pomme et le goût de la poire. Le goût est un mélange de poire et de pomme. C'est un fruit qu'il est impossible de ne pas aimer et il est très juteux. C'est de loin mon fruit préféré et on n'en trouve qu'en été. 6, 7, 8 pommes de terre. Ici, il y en a. Combien y en a-t-il? 1 kilo, 3 dollars. 3 dollars pour 1 kilo, à peu près. Au Japon. On consomme énormément d'œufs. Légumes en conserve. Ici, il y a de tout. Des produits de la mer ou des légumes ou des concombres par exemple ou du radis blanc, du daikon en conserve, de l'ail en conserve avec du piment, aussi des concombres pour ramen à préparer avec des nouilles fraîches, à conserver au réfrigérateur. Ce n'est pas comme de l'instantané. C'est un niveau un peu plus élevé. Ce morceau d'anguille coûte environ 20 dollars. L'anguille est quelque chose de très cher, mais c'est vraiment délicieux. L'anguille est très bonne. Je crois que c'était du maquereau, de filet. C'est-à-dire, ceci provient d'un seul poisson, 500 yens, environ 3 ou 4 dollars. Ça, par exemple, ce sont des petits poissons qu'on peut manger entiers comme ça. Il n'est pas nécessaire d'enlever la tête. Tu peux le manger en entier d'un coup. Ce saumon-là est pour cuisiner. Pourquoi est-ce que je précise que c'est pour cuisiner? Parce que le saumon de l'océan Pacifique du côté de la mer du Japon ne peut pas être consommé cru. C'est pour ça que le saumon, qui est destiné à faire du sashimi ou des sushis, est importé. Ce saumon vient du Pérou, saumon du Pérou, celui-ci peut être consommé cru. Ou du moins, la plupart. La majeure partie du saumon utilisé au Japon pour les sushis vient de Norvège. La Norvège a été le premier pays à pouvoir exporter du saumon vers le Japon avec l'idée qu'il pouvait être consommé cru. Le problème, c'est que le saumon pêché dans la mer du Japon ne peut pas être consommé cru car il produit des parasites. C'est pour cela que la Norvège a mis presque 10 ans entre le moment où elle a proposé de vendre du saumon au Japon et le moment où le Japon a accepté et reçu la première cargaison. Il a fallu plus de 5 ans, presque 10 ans, juste pour convaincre les Japonais qu'on pouvait effectivement le consommer cru. En passant par tout un tas de réglementations, de tests et tout ça. Mais, une fois l'accord conclu, les Norvégiens sont devenus multimillionnaires, avec le Japon comme client. Attention, le thon, même si on en trouve partout au Japon, n'est pas si bon marché. Ce n'est pas quelque chose de bon marché. Parfois, on peut trouver des promotions. Près de chez moi, il m'arrive d'en trouver.
Mais ce paquet de 100 grammes coûte 500 yens, ce qui fait environ 4 $. C'est-à-dire, pour un peu de sashimi, juste un petit peu à manger à la maison, ça va. Mais ce n'est pas pour tous les jours. Un assortiment de sashimi coûte environ 7 $. Et ce n'est pas... Ça a l'air copieux, parce qu'il y a beaucoup de daikon râpés qui donnent du volume. Mais en réalité, la quantité de poisson que tu as là, c'est-à-dire si tu manges seulement le poisson, tu ne seras pas rassasié. Mais alors là, pas du tout. Il y a plein de produits de la mer qui sont congelés. De ce côté-là, il y a des pâtes, la partie boucherie, la partie qui va faire souffrir tous les Argentins, rien qu'en voyant les prix. Bon, voyons voir, ce morceau de beefsteak qu'il y a là. Environ 200 grammes coûte 600 yens, ce qui fait environ 4 $. 200 grammes, 4 $. Viande importée d'Amérique. Maintenant, c'est, entre guillemets, bon marché pour le Japon. La question de la viande est la même que celle des légumes. Le produit du pays est le plus cher et le produit importé. C'est celui qu'on achète pour la consommation quotidienne et c'est le moins cher. Les pays qui exportent le plus de viande vers le Japon sont les États-Unis, puis l'Australie, la Nouvelle-Zélande, parmi d'autres qui importent aussi de la viande. Maintenant, quand on parle de viande japonaise Wagyu, ce filet, qui pèse 192 grammes, c'est-à-dire 200 grammes, coûte 1600 yens, ce qui fait environ 11 $. 200 grammes de viande japonaise. 10 $ pour 200 grammes de viande américaine. 250 grammes de viande américaine. Environ 5 ou 6 $, littéralement la moitié. Il n'y a pas de boucherie où tu peux acheter des morceaux de viande. D'ailleurs, ce magasin a son propre rayon boucherie où tu peux demander une coupe un peu plus précise. Mais ne t'attends pas à demander une côte de bœuf, une côte de 3 kg, 4 kg, 5 kg. Non, ici la viande n'est pas vendue en si grande quantité. En Argentine, normalement le prix est au kilo, mais au Japon c'est au 100 grammes. Tous les prix affichés sont pour 100 grammes. Parmi les viandes exposées là, la plus chère que je vois, 100 grammes, 1300 yens, 1500 yens les 100 grammes, donc au kilo, ça fait environ 100 $, 110 $ le kilo. Bon, pour ce qui est de la charcuterie par exemple, ce n'est pas mal, mais si on compare avec les jambons espagnols, les jambons d'Argentine. Une épaule de porc d'Argentine, celle de là-bas est bien meilleure, celles d'ici ne sont pas aussi bonnes. Tu les mets à côté et ça te paraît un peu fade. Le poulet, parmi les viandes, c'est l'une des moins chères. 600 grammes, 600 yens, ce qui ferait environ 4 $ pour un demi-kilo. Eh bien, ici, par exemple, on a le rayon des chips, il y a des chips goût crevette. Ensuite, bon... On a plein de sortes de sanbei qui sont des galettes de riz, mais ce ne sont pas les biscuits de riz qu'on mange en Argentine par exemple, qui sont des biscuits diététiques. Celles-ci sont assaisonnées avec des sauces soja aigre douce, un peu plus salées, elles sont très bonnes et font grossir, elles ne sont pas diététiques. Ou ici, par exemple, nous avons beaucoup de snacks. Ça, par exemple, c'est de la remanta. Bon, des bâtonnets de fromage, comme la charcuterie, mais c'est du fromage. Pour ça, le Japon n'est pas le leader. Mais bon, les biscuits au fromage, ceux qui ont déjà des arômes artificiels de fromage, sont bons, ils sont très bons. Malheureusement, ce qu'il y a de mieux au fromage ici, ce sont les biscuits au goût artificiel de fromage. Ensuite, il y a aussi des saucissons, mais ce n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Ce n'est pas le point fort du Japon, mais ce qui est vraiment le point fort du Japon. Ce sont les snacks faits à partir de produits de la mer. Par exemple, ici c'est comme du charqui, c'est-à-dire de la viande séchée, mais à base de poisson. Tout ça est parfait à partager avec une bière ou n'importe quelle boisson. Par exemple, avec le saké, tout ce qui est à base de produits de la mer se marie très bien avec le saké. Ici, par exemple, nous avons du calamar ou du poulpe. C'est aussi du calamar mariné dans du vinaigre. Moi j'adore ça, mais ça a une odeur que tu n'imagines même pas. Bon, encore des chips et le rayon des bonbons, friandises, chocolat. Le chocolat japonais est très bon. Voyons, je n'ai pas une marque préférée à recommander, mais en général, tous les chocolats que tu peux trouver du Japon sont très bons. Allez-y madame, celui-ci par exemple fait partie des chocolats bon marché.
C'est un sac rempli de Black Thunder, ça coûte 2 $ et ce sont des chocolats avec des cacahuètes. Et pour tout vous dire, moi par exemple j'adore ça. Après, il y a les Kit Kat. Au Japon, il y a plein de saveurs de Kit Kat. Il y en a au chocolat noir, au chocolat classique, au matcha et même des Kit Kat goût saké. Bref, plein de variétés. Céréales, thé matcha, thé japonais. Parmi les thés japonais, par exemple, il y en a un que je recommande vraiment, qui n'est pas du matcha, mais c'est du thé vert. Et c'est un thé à infuser. Ce sont ceux qui ont des grains de riz grillés. Rappelez-vous, c'est vert avec ces petites choses marron. Ce thé, j'aime énormément et il se boit très bien au cours d'un repas, c'est vraiment délicieux. C'est un thé amer, par contre, n'allez surtout pas y mettre du sucre, ce serait un sacrilège. Il a ces petits grains, ceux de riz grillé. Ce type de thé, j'aime énormément. Et, souvenez-vous, il faut le filtrer. Miel d'Argentine. Bon, il est écrit « Mélange de miel argentin et canadien ». Ici, par exemple, nous avons aussi... Ah, celle-ci est du miel 100% argentin. Celle-ci est du miel mexicain, miel du Mexique. Ici, nous allons entrer dans le secteur qui pourrait le plus intéresser les personnes qui viennent visiter le Japon. Ne prenez pas de cup noodles de cette taille, pourquoi ? Il y a beaucoup d'espace vide, c'est très encombrant, c'est léger, mais ça prend beaucoup de place. Le mieux, ce ne sont pas ceux-là. Ici, tu as 5 paquets de ramen instantanés qui à l'intérieur peuvent en contenir la même chose qu'un de ceux-là, mais le paquet est séparé et là il y a 5 portions. Mais alors que se passe-t-il ? Tu vas en prendre 5 du même goût et peut-être que tu ne sais même pas s'il va vraiment te plaire. Donc, bon, c'est vrai, les ramen instantanés qui viennent en cup, même s'ils prennent beaucoup de place, les meilleurs sont souvent ceux qui sont présentés comme ça. C'est-à-dire, parce que par exemple, les éditions spéciales, les saveurs spéciales, les recettes de ramen célèbres ou de grandes marques, tout ça se vend en paquet comme ça, déjà avec la cup. Mais le plus pratique, c'est de venir dans le secteur où ils vendent les paquets à l'unité, car un paquet à l'unité coûte moins d'1 $. Et donc, ici, par exemple, tu peux en prendre un de chaque. Je répète, ce ne sont pas les meilleurs de tous, mais bon, ceux-ci, au moins ce sont des basiques, tu peux les prendre. Ou par exemple, ici, ils vendent aussi des soupes, des bouillons, du shichu, qui est quelque chose de semblable au curry, mais ce n'est pas du curry. C'est pour accompagner du riz blanc, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour mettre avec le riz. C'est-à-dire, ce sont toutes des nourritures déshydratées, ça c'est de la soupe aigre piquante, donc c'est une petite soupe. La quantité d'eau chaude que tu dois mettre, regarde, ça doit être quelque part où il y a un chiffre et les millilitres pour millilitre. 160 millilitres d'eau chaude. Nouilles instantanées, enfin, pâtes, 500 g de pâtes environ. 2,50 $, ce n'est pas cher, ça dure longtemps, mais bon, dans certains pays, ils trouveront ça cher. Bon, ici c'est tout le rayon des condiments, on ne va pas perdre de temps à expliquer les condiments, mais il y a vraiment beaucoup de variétés. La base de tout foyer japonais, le riz. Combien coûte le riz ? Le riz se vend en sac de 5 kg, c'est la norme. 5 kg de riz. Un sac, par exemple, coûte 1600 yens, ce qui fait environ 11 $. Ceci est un sac de riz bon marché, parce qu'ici, même au Japon, parfois tu peux trouver du riz, le sac peut coûter 20 ou même 30 $. En plus, ça dépend beaucoup des exigences de chaque foyer. Et ça, c'est sûr, le riz est toujours un produit national, tout le riz consommé au Japon est récolté localement. Oui, je crois que le plus cher que je vois, c'est celui-ci, 3200 yens, ce qui fait environ 25 $. Ce serait un peu plus du double de l'autre marque. Ah, eh bien ça c'est autre chose qu'on peut acheter. C'est le furikake, si on mange du riz blanc. Si vous cuisinez du riz blanc, le furikake est un assaisonnement à saupoudrer comme ça, tout simplement. Vous le saupoudrez simplement sur le riz et c'est délicieux. Pour certains, parfois, tu peux faire des onigiris faits uniquement à base de furikake, ou sinon, en mettre dans un bol de riz, ajouter du furikake. Tu pourrais bien devenir vraiment accro. Et ça, c'est magique, c'est vraiment délicieux. L'oshazuke. L'oshazuke,
tu prends un bol de riz blanc tout simple, tu ajoutes un de ces petits sachets et tu verses. Ça peut être de l'eau chaude ou du thé, comme par exemple le thé que je viens de recommander, eh bien tu verses ce même thé et c'est vraiment bon. L'oshazuke, c'est vraiment délicieux. Bon, et ici nous avons le rayon des currys. Au Japon, on consomme énormément de curry et il y a beaucoup de curry instantanés par ici. Et ça par exemple, ça, c'en est un de luxe, appelons-le comme ça, parce qu'il est dans une petite boîte en carton, tout ça. 6 cents yen, une portion, c'est pour le riz blanc, tu le verses comme ça. C'est comme ça qu'on sert le riz blanc avec le curry, c'est très bon. Maintenant, les moins chers peuvent te coûter 70 centimes de dollars, c'est-à-dire 100 yens, et pour les plus chers, ça peut monter à 600 yens. Et la façon de le préparer est très simple. Si tu veux, tu peux le mettre dans une assiette et au micro-ondes, ou faire bouillir une casserole et y mettre un sachet en aluminium, tu le fais bouillir dans la casserole. Et ensuite tu l'ouvres et tu le sers. La méthode est ultra facile et instantanée. Tout ce que tu as à faire, c'est réchauffer. Et ici, par exemple, pour celui qui aime cuisiner, là tu as les cubes de curry du bouillon de curry. Le niveau de piquant est indiqué, celui-ci est un niveau 3 sur 5. Normalement, les plus foncés sont les plus épicés, celui-ci est de niveau 5. Et l'utilisation est assez facile. Il suffit de faire un peu attention, tu vas t'en rendre compte avec une portion. Combien d'eau, combien de temps il faut pour le cuire? Après, tu peux aussi trouver des tutoriels sur Google, enfin, soyons honnêtes, sur Google tu as la réponse à tout. La quantité et la variété de boissons, évidemment, c'est énorme. À gauche, ce sont tous des types de thé. À droite, c'est l'alcool. Évidemment, la section alcool est très vaste, très variée. Ce qui se passe, c'est qu'ici aussi, on boit de tout. Ici, c'est Lemon Sour. Shoshu, qui est une sorte de vodka japonaise avec du thé. Ensuite, des cocktails, whisky avec soda. Ici, c'est whisky avec Coca-Cola, Jack Daniels avec Coca-Cola, highball, whisky avec soda. Cocktails, cocktails, cocktails. C'est-à-dire, ici tu as tout, sauf de la bière par ici, parce que, bien sûr, la bière a son propre espace. Ici, tout ça, c'est le rayon des bières. Et ici, un peu de saké qui doit être conservé au frais, et de la bière. Voilà. Les marques leaders, Suntory, Ebisu, Sapporo, Kirin, Asahi. Ensuite, pour ce qui est du saké par exemple, certains voudront peut-être venir et s'acheter un saké. Acheter du saké, c'est très compliqué. Même pour un japonais lui-même, parfois il est difficile de savoir si ça va lui plaire ou non. Le saké, c'est comme le vin, non, 13-15 degrés d'alcool. Il y en a du sec, il y en a du doux, mais comment sait-on si c'est doux ou sec? Eh bien voilà le problème, c'est que dans certaines boutiques, c'est indiqué ou non si c'est doux ou sec. Mais pour ça, ce sera toujours écrit en japonais, et en fait, très souvent ce n'est même pas indiqué si c'est sec ou doux. Pour prendre quelque chose au hasard, tu peux prendre n'importe lequel. Ceux qui ont des étiquettes plus ou moins claires, c'est comme du vin, non, c'est une fermentation de riz. 13 à 16 degrés d'alcool, doux ou sec. Quand ce sont des étiquettes plus fortes, comme de ce côté, avec des couleurs orange, rouge, des couleurs un peu plus vives. Ce n'est pas le même type de saké, c'est du shoshu, c'est un alcool distillé. Là, on est déjà à 25 degrés ou plus, le degré d'alcool peut venir d'une distillation de riz, de patates douces ou de blé. Dans la partie des plats préparés, tu trouves de tout, et il y a des choses vraiment délicieuses. Après 19 h, tout baisse de prix, et ça peut descendre jusqu'à moins 50%, la moitié du prix. Et la qualité est bonne, c'est très correct, c'est très correct. Ici, tu as de la tempura, 500 yens, tous les plats sont déjà préparés. Ici, tu as du tonkatsu, ce sont des escalopes panées. Ici, tu as par exemple un bon grand plat de soba. Ça, c'est du soba, la sauce pour tremper les nouilles. Inari sushi, qui est du tofu frites avec du riz à l'intérieur. 429 yens, c'est-à-dire environ 3 $. Et après 19 h, ce sera sûrement à moitié prix. Et ça va te coûter moins de 2 $, peut-être 1,50 $ au final. C'est donné, mais bon, évidemment. Quand il est passé 19 h, il reste peu d'options, ils commencent à vider pas mal les rayons.
il y a plein de variantes de salade. Tu as aussi plein de variantes de dessert. Le pain de mie par exemple, regarde ces pains de mie qui sont super épais. Regarde la taille de ce pain de mie. Il y a 5 tranches et ça coûte $1. Le problème c'est que bon, au Japon, on ne mange pas beaucoup de sandwich avec du pain de mie. En Argentine, j'ai acheté un sac de pain de cette taille et j'avais des sandwichs pour une semaine. Le japonais ne fait pas ça, il ne consomme pas autant de sandwichs. C'est-à-dire, ici aussi il y en a, le format le plus courant, celui-ci a 8 tranches et l'épaisseur est en moyenne. Mais le japonais aime beaucoup prendre une de ces tranches de pain, la faire griller avec un peu de beurre, et c'est tout. Peut-être pour le petit déjeuner. Il y a des boulangeries qui te le vendent un peu frais, fait le jour même, mais bien sûr, quand on est habitué à acheter du pain chez le boulanger du coin. Ici, on te le vend dans un sac et de cette taille, ça coûte $1,50. Une baguette comme celle-ci, et bon, il y a aussi plus de choix dans le rayon boulangerie. Ici, au Japon, c'est très courant lorsque tu ne prends pas le petit déjeuner traditionnel japonais, de t'acheter un petit pain comme ça, et c'est tout. Un petit café en canette et tu prends ton petit déjeuner. Voilà, ça coûte $1 et normalement ces petits pains sont bons. C'est-à-dire, c'est de la crème pâtissière avec un peu de myrtille, mais sinon, évidemment, ça n'a rien à voir avec la culture de la boulangerie européenne ou latino-américaine. Eh bien, le rayon des surgelés est aussi assez grand. Et les glaces, eh bien, la culture de la glace n'est pas aussi importante qu'en Europe ou en Argentine, où tu achètes 1 kilo du parfum que tu veux, n'est-ce pas? Ici, tout est très industriel, la glace et les glaciers eux-mêmes ne sont pas terribles non plus. Mais bon, les amis, nous sommes très proches du million d'abonnés. Plus de la moitié des personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnées, alors abonnez-vous pour qu'on atteigne le million. J'espère que ça vous a plu, je n'aurais jamais imaginé parler autant dans un supermarché. On se voit la prochaine fois, à la prochaine. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ce connard de voisin. Salut!